Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Notre rapport à l'alcool peut être très complexe, mais il est de plus en plus clair sur son impact sur notre santé. Isabelle, on retrouve avec nous Dr Alexandra Desnoyers, oncologue médicale à l'hôpital Charles-Lemoine. Et vous avez complété également une formation complémentaire de 2 ans en cancer du sein au Princess Margaret Cancer Center à Toronto. Bienvenue. Merci. Et nous avons avec nous en vidéoconférence Madame Lynn Chèvrefils au centre, qui est nutritionniste au centre EPIC. Bonjour, Madame Chèvrefils. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Alors, Isabelle, ça a un impact, là. L'alcool, c'est pas juste pour fêter ou pas fêter, de bonne humeur, pas de bonne humeur. Moi, j'ai fait 30 ans de clinique et j'enseignais le régime méditerranéen et sans doute la même chose au Centre EPIC. Et je disais, le petit verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur, ça fait grimper le HDL cholestérol, qui est le bon taux de cholestérol. Puis encore aujourd'hui, il y a un effet d'une dose modérée sur le cœur. Par contre, le cancer, on n'en parlait pas. Puis on sait aujourd'hui que l'alcool est associé à 7 à 9 types de cancers. Le cancer de la cavité buccale, du larynx, du pharynx, de l'œsophage. On dit, c'est pas les cancers les plus prévalents, les plus fréquents. Mais quand j'ai vu cancer du sein et du côlon parmi les 3 cancers les plus fréquents au Québec, je dis, surtout pour les femmes post-ménopause, là, ça commence à être inquiétant. Ah oui. J'ai commencé à changer mon attitude par rapport à l'alcool, par rapport à moi, mais aussi par rapport à mes recommandations. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir Alexandra avec nous, qui est une experte du cancer du sein, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe entre l'éthanol et le risque de cancer du sein, puis l'effet dose-effet, là. Oui, effectivement. En fait, on a décrit que le mécanisme d'action le plus important, qui a un plus grand rôle à jouer dans le développement ou l'augmentation du risque de cancer du sein, c'est avec l'alcool, on note une augmentation circulante des taux d'estrogène. Puis on sait que le type de cancer du sein qui est le plus fréquent, c'est le type de cancer qui est estrogène et progestérone, donc hormonodépendant finalement. Donc, c'est par ce mécanisme-là qu'il y a un lien entre l'alcool et le cancer du sein. Par exemple, quand on tombe en ménopause, il y a une chute importante d'estrogène que moi, j'ai vécue. Est-ce que je pourrais dire, je vais prendre du vin, ça va m'aider à remonter estrogène, je n'aurai pas besoin de prendre de la thérapie hormonale? Je pense pas qu'on peut faire ce lien-là, malheureusement. En fait, oui, ça augmente les taux d'estrogène, mais ça n'a pas été démontré bénéfique pour diminuer les symptômes de la ménopause, notamment l'alcool augmente les bouffées de chaleur. Oui, c'est vrai. À la base. Oui. Puis l'autre chose qui est très importante aussi de savoir, c'est que si on combine hormonothérapie de remplacement, quand on est en ménopause, et alcool, ça double notre risque de cancer du sein. Même si c'est bioidentique? Oui. Les études, en fait, c'est sûr qu'ils mettent toutes les hormones ensemble. On n'a pas encore d'études assez disponibles actuellement pour les distinguer, là, mais on a tendance à dire que oui pour l'instant. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous dites à vos clientes qui sont atteintes d'un cancer du sein, peu importe la forme, parce qu'il y a 3 formes principales, je pense. Exactement. Est-ce qu'on distingue les recommandations en fonction du type de cancer du sein? Non. C'est vrai que, comme on l'a dit, en fait, il y a parce que mes patientes qui viennent me voir, ils ont déjà le cancer du sein. Oui. Donc, on sait que l'alcool augmente le risque de décès lié au cancer à la base et aussi augmente les toxicités reliées au traitement de chimiothérapie. Et donc, puis nos patientes aussi, on leur donne des bloqueurs. Souvent, les patientes qui ont des cancers estrogènes, progestérone dépendants, on leur donne des médicaments qui bloquent la production d'estrogène. Donc, on ne recommande pas de combiner l'alcool avec ça. OK. Donc, dès qu'on a un cancer, que ce soit du sein ou du côlon, là, je vois que le risque augmente aussi avec le cancer du côlon. Abstinence totale, c'est ce qu'on recommande. Oui.
juste pour le cancer, en général, on recommande l'abstinence. Bien, on veut mettre toutes les chances de son côté, on s'entend. C'est comme surtout une femme quand on enceinte. a un diagnostic, là, quand on a un diagnostic qui est, ça vient nuire au traitement, là. Il n'y a pas de chance à prendre, il n'y a pas de risque à prendre, il n'y a pas de petit verre à prendre, là. Voilà. C'est le moment de donner tout et se donner toutes les chances, là. C'est pas le moment de baisser les chances de réussite. Exactement. En parallèle, on a une nutritionniste diététiste avec nous, Lynn Chèvrefils, qui est au Centre EPIC, donc qui voit des patients en santé cardiovasculaire, en prévention primaire, secondaire. Donc, c'est quoi le protocole clinique dans ce cas-là, Lynn, par rapport à l'alcool? Oui, bien évidemment, ça va vraiment dépendre de la personne qui est assise en avant de nous. C'est vraiment individualisé. C'est vrai qu'on fait l'enseignement de l'alimentation méditerranéenne. C'est ça la base de nos enseignements ici. Puis oui, le vin rouge est associé à l'alimentation méditerranéenne. Par contre, on va jamais, puis c'est vrai qu'il y a des bienfaits là, qui peuvent être associés là, à la diminution du risque de certaines maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus du myocarde. Ça fait que oui, il peut avoir des bienfaits avec le vin rouge. Par contre, on va jamais inciter quelqu'un à consommer. Si quelqu'un en prend pas, ça fait pas partie des recommandations qu'on va dire. Puis après ça, l'alimentation méditerranéenne, ça fait partie d'un tout. C'est des saines habitudes de vie, c'est l'activité physique, c'est une alimentation riche en fibres, riche en aliments végétaux, c'est le plaisir de partager, c'est cuisiner, c'est manger en famille. Fait que oui, pris comme ça peut faire partie 1 à 2 verres de vin en mangeant et non pas avant ou après. Donc, c'est un peu un mode de vie, là. Ça fait que ça va vraiment dépendre de la personne qui est en avant de nous. C'est sûr que si on a une personne en insuffisance cardiaque, des triglycérides élevés, à ce moment-là, ce sera pas les mêmes recommandations non plus. Là, on va plus limiter. Puis, je dirais qu'une grande différence aussi, on va peut-être plus parler du patron de consommation. Les Québécois peuvent avoir tendance à banaliser un peu la consommation d'alcool. Oui. Fait qu'on n'en prend pas la semaine, mais là, vendredi, samedi, dimanche, c'est la bouteille de vin, c'est 2-3 apéros, c'est beaucoup de spiritueux. Fait qu'on va beaucoup travailler ça aussi, plutôt que de dire rien du tout. Ben, peut-être travailler le patron de consommation pour l'étaler sur la semaine, pour boire en mangeant, peut-être privilégier le vin rouge. Mais il y a vraiment beaucoup d'individualisation. Puis, on va tenir compte, évidemment, tout l'historique, justement, s'il y a histoire de cancer, s'il y a tout ça. Ça fait que ça dépend vraiment de la personne. Mais moi, je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi le vin rouge. C'est quoi la différence entre le vin rouge et le vin blanc, les bienfaits, les côtés négatifs? Parce que on parle toujours du vin rouge, mais il y a du monde qui aime pas ça, le vin rouge, là, qui aime bien un petit vino verdé bien frais l'été ou un petit rosé. Oui, c'est le fun, ça. Ben, c'est... Ben, effectivement, je dirais qu'en fait, c'est la majorité des études portent sur la consommation d'alcool, puis va limiter en fonction de quantité de grammes d'alcool pur, là, si on veut. Mais oui, avec le vin rouge, c'est qu'il y a des polyphénols dedans qui sont antioxydants. Donc, il y a vraiment une petite coche au-dessus, là, avec le vin rouge par rapport aux autres types d'alcool. Et le cépage Pinot Noir, donc on pense à la Bourgogne, c'est des vins frais aussi, ils sont pas trop lourds, hein, on n'est pas dans le Cabernet Sauvignon. Ben, il y a davantage de resveratrol, qui est un type de polyphénol qu'on étudie beaucoup. Donc, le vin rouge avec le resveratrol, je pense, serait moins pire sur le cancer, étant donné que le resveratrol a quand même, c'est un polyphénol aux vertus anticancérigènes. À voir. Non, là, Nicolas n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'on est là. On va vous entendre, Dr Desnoyers. Bien, en fait, c'est juste parce que le mécanisme d'action le plus important, comme on l'a dit tantôt, c'est l'augmentation du taux d'estrogène. Oui. C'est juste pour ça. Fait, oui, il peut avoir un petit bénéfice antioxydant, mais il n'est pas assez important pour contrer, malheureusement, l'augmentation des taux d'estrogène qui, lui, est prédominant pour le risque de cancer seulement. Tout à fait. Mais là, on parle beaucoup dans le cas de maladie, là, tu sais, l'alcool, mais en temps normal, quelqu'un en bonne santé, est-ce qu'il prend de l'alcool ou pas? Bien, si je regarde juste pour le cancer, nous, on recommande 2 consommations par semaine. 2 et moins consommations par semaine pour diminuer le risque. Parce que dès qu'on consomme 3
consommation et plus par semaine, déjà, on voit une augmentation du risque. Cette augmentation-là, elle est linéaire en fonction de la quantité d'alcool. Donc, de plus on consomme, plus notre risque est élevé aussi. Exponentiellement. En fait, oui, on voit une augmentation. À chaque fois qu'on prend un verre de plus par jour, par semaine, notre risque de cancer du sein augmente de 10 %. Donc, si je prends un verre par jour, ça fait 7 verres par semaine, 10 %. Si je prends 14 verres par semaine, 20 C'est très significatif quand même. On peut personnaliser, je pense, les recommandations. Quelqu'un, par exemple, qui a un cancer du sein dans sa famille, quelqu'un qui a d'autres facteurs de risque en lien avec le cancer du sein, là, d'être plus sévère. Peut-être. Moi, j'aime bien le vin, ça paraît-tu? Je trouve que tu défends pas mal le vin, Isabelle. Je pense que vendredi soir, pour toi... un cours de sommellerie, puis ça m'interpelle. Mes voyages préférés, c'est aller dans les vignobles, puis rencontrer des vignerons. Docteur Desnoyers n'est pas fier de toi. Oui, je sais. Et parler de la terre, puis de ces cépages-là, puis de l'impact du vent. L'abstinence à meilleur goût. L'abstinence. Écoute, j'ai fait une commotion cérébrale, j'ai arrêté de boire pendant un mois, et je pense que Mélissa, ça va te rejoindre. J'ai trouvé ça dur au début parce que moi, le mois Sober February, là, je l'avais jamais fait. C'est que oui. Alors, on a Mélissa également avec nous. Mélissa qui est en studio. Toi, quand j'ai écrit que je faisais une émission sur l'alcool, tu m'as dit, je veux absolument venir sur le show parce que l'alcool, pour moi, a été très, très, très néfaste. Ah! Et tu es là pour nous dire pourquoi ça l'a affecté autant ta vie. Ça l'a affecté ma vie dans deux segments différents de ma vie. Moi, j'étais une fille qui vient du show business. En 2005, je suis rentrée à Pierre Pellado, thérapie, désintox, la grosse affaire. J'ai arrêté pendant 6 ans. Puis après ça, je me suis dit, c'est pas l'alcool qui va gérer ma vie. Alors, j'ai recommencé à boire de façon très, très modérée. Je pense que je buvais une bouteille de vin par mois. C'est quand même pas pire. Quand même. Et là, un moment donné, aux fêtes l'année passée, je venais de me faire nettoyer le côlon, justement. Et je ne pouvais pas boire d'alcool. Et tout le monde alentour de moi, dans cet événement-là, était vraiment pas à jeun. Et j'ai un fils qui est récemment diagnostiqué autiste. À cette époque-là, il y a 3 ans. Puis on l'a su, il y avait 3 ans, qui était autiste. Et là, lui, à 10h30 le soir, il fait une crise d'autiste. Mais quand un enfant fait une crise autistique, la seule chose qu'on peut faire, c'est de le laisser vivre sa crise. Faut pas intervenir. On peut pas intervenir. Il veut rien savoir. Il jette sa doudou. On peut pas le prendre. On peut pas le toucher. Et là, on me dit, occupe-toi-en donc de tes enfants. Et là, on me persécute et on m'a persécuté. Et on m'a persécuté jusqu'à temps que je dise, c'est assez. Et que j'ai crié à un moment donné, là, à vous arrêter, là. Et là, j'ai passé... Demander d'intervenir, en fait. Les gens autour t'ont demandé d'intervenir. Non, oui. Puis là, j'étais comme, arrête. Parce que plus que l'intensité monte, plus que l'enfant autiste ressent toutes les émotions, et pire que c'est. Et là, à un moment donné, j'ai dit, là, ta femme-tu, de gueule? Parce que là, j'étais tannée. Je me suis transformée en mode survie pour mes enfants, pour moi-même, puis... Et là, le chaos s'est installé. Et tu attribues ça à la consommation abusive d'alcool. Oui. Moi, j'étais à jeun. J'étais complètement à jeun parce que j'ai médical. Et... un dérapage. Là, j'ai vu tout le monde déraper. On m'a traité de mère d'indigne. On m'a traité de vraiment toutes sortes de noms. Mais c'est ça, c'est que personne ne se rend compte. Quand tout le monde n'est pas à jeun, Oui. là, tout le monde est un peu fou, puis tout le monde passe à travers, c'est bien correct. Ça change les standards. Oh, ben ça change la mentalité, parce qu'il y a certaines personnes que je me suis rendu compte que juste dire il est 4 heures, on est vendredi, hein? C'est jeudi. Je vais boire de l'alcool, ton comportement change juste le comportement des gens change juste à penser qu'ils vont boire de l'alcool. Et c'est ça qui est nocif, c'est le comportement qui change même si on est à jeun.
Mhm. C'est une grosse prise de conscience que tu as eue à ce moment-là et Ouais. tu as arrêté complètement à partir de là de prendre l'alcool. Ben, en fait, à la nouvelle lune, j'ai célébré la première. Moi, je fais des rituels de lune. Donc, la première lune de l'année en février dernier, j'ai arrêté. Puis j'ai dit, c'est terminé. La grâce a passé et j'ai vraiment plus envie de boire. Mhm. C'est Tu te terminé. sens mieux. Physiquement, mentalement. Tout. Je suis là pour mes enfants. Même mon mari aussi a arrêté de boire. Donc, chez nous, on est complètement à jeun. La dynamique familiale, elle est complètement différente. C'est vraiment le jour et la nuit. Et nos enfants, ben, ils ont 4 ans. On est là pour eux autres. On est beaucoup plus là pour notre couple. Mhm. On vient de s'acheter une Mustang Mach-E électrique Mhm. parce que justement, il n'y a plus de dépenses superflues Oui, parce qu'on va sur se le toutes dire, ces ça coûte cher, affaires-là. l'alcool. Oui, Ben exactement. Fait que le budget... fait que là, on a transformé le budget qui allait sur... on a mis ça sur une voiture. Ça, c'est le fun. Est-ce qu'il y a une crainte quand tu vas dans d'autres événements où les gens boivent? Est-ce que ça vient de l'anxiété? Est-ce que tu as peur que les comportements se reproduisent à nouveau? C'est certain, ça dépend où. Ça dépend dans quel événement je m'en vais. Mais c'est certain que être à jeun, c'est la conscience qui est là. La pleine conscience. C'est la pleine conscience. Et je décide de travailler sur moi. Alors, ceux qui travaillent pas sur eux puis qui arrêtent de boire, c'est pas la même chose que les gens qui travaillent sur eux et qui arrêtent de boire. On appelle ça de l'ivresse mentale. Mhm. Et quand je vais dans des événements, les gens, justement, tantôt en début d'émission, vous parliez que c'est vraiment in maintenant de pas boire. Très. En 2005, c'était pas in, c'était tout sauf in de pas boire. Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Oui. C'est plus facile de dire, moi, je vais prendre un mocktail. Puis, t'es pas obligé de dire aux gens que tu bois pas. T'as un super beau petit verre Voilà. mocktail, Ben ouais. puis ça paraît pas, puis tu bois ton Parce que petit sinon, il drink. y a une pression qui est associée à boire tout Ben le temps. oui. Ah, tu bois pas, pourquoi? Puis Puis- tu es obligé de t'expliquer. Oui. Je veux, avant de continuer avec toi, on va aller rejoindre Nathalie, Oui. le sage qui nous attend, qui a lancé une belle initiative qui s'appelle En sobre ta vie. Et je sais pas si elle est là avec nous. Je suis là. Ah, bonjour ma belle Salut, Nathalie. Salut tout le monde, oui. Bon, je veux que tu me parles du beau mouvement que tu as créé pour les femmes d'affaires, puis comment tu as mis ça en place parce que tu as fait un constat sur ta propre consommation d'alcool à toi. Oui, absolument. Puis c'est pas juste beau, Isabelle, je te dirais, c'est magnifique ce qui se passe dans ce mouvement-là maintenant. Puis moi, grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une vie sociale très, très active. Puis à un moment donné, on se rend compte que l'alcool est peut-être un peu trop présent dans nos vies parce qu'on est invité dans toutes sortes de choses. Puis là, il y a souvent des vacances qui se présentent. Puis on était en pandémie, donc j'ai goûté à ces espèces d'apéros virtuels-là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça un petit peu niaiseux, il faut se le dire. Puis à ce moment-là, j'étais avec un conjoint, moi, qui avait décidé, lui, d'arrêter. Fait que je me retrouvais un peu toute seule dans mon coin, là, avec ma bouteille de vin puis mes apéros en Zoom. Puis là, faire le line-up à la SAQ toute seule dans ce temps-là, ça me tentait pas. Puis j'avais vu ça passer, moi, dans mon Facebook. C'était un genre de programme, mais ça s'adresse pas aux alcooliques. C'était vraiment un peu comme un mindset à changer. Puis c'était un défi sur 30 jours pour revisiter et revoir ta relation avec l'alcool. Donc, je me suis inscrite à ça. Puis j'ai relevé le défi, moi, haut la main, parce que le programme est tellement positif. C'est tellement... en fait, c'est comme En sobre ta vie, parce que moi, je me suis liée d'amitié avec cette fille-là qui avait créé ça aux États-Unis. Puis, elle m'a donné, écoute, son go pour que j'utilise ce que je voulais utiliser de son matériel. Parce que je me disais, ça se peut pas qu'il y ait rien comme ça qui existe ici pour les femmes chez nous. Puis, en français, parce que moi, tout était en anglais. Donc, j'ai travaillé très, très fort à tout traduire. Puis, à créer ça, ça fait au-dessus de 4 ans maintenant que ça existe. Mais en sobre ta vie, en fait, ça s'adresse
plus, dans le fond, à la majorité de tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin d'être alcoolique pour arrêter de boire. Comme je dis tout le temps, on n'a pas besoin d'avoir 50 livres à perdre pour adopter des meilleures ou des plus saines habitudes de vie. Donc, c'est plus basé sur l'habitude que la dépendance, parce que je ne traite pas la dépendance. Je ne suis ni médecin ni intervenante dans la vie. Donc, je fais juste transmettre des outils qui sont positifs, qui sont sans jugement, puis qui ont fonctionné pour moi. Donc, c'est vraiment de là qu'est né le programme, en fait. Puis maintenant, on est rendu plus de 600 dans le groupe. Fait que je te dirais que c'est merveilleux. Puis les histoires, tout ce que j'entends... de Mélissa, c'est des histoires que j'entends à tous les jours, puis la fierté qui vient avec ça, puis tout ça. Donc, c'est un programme de 3 semaines avec des capsules, des vidéos, votre support, des apéros live de type mocktail. Mais est-ce qu'il y a place aussi à des femmes qui aimeraient juste réduire leur consommation et non pas cesser complètement? Absolument, absolument. Oui. J'enlève rien, moi, aux fraternités anonymes. Maintenant, je crois tout le temps qu'il n'y a pas juste un chemin pour se rendre à Rome, comme on dit. Il y a plusieurs routes pour se rendre du point A au point B. Donc, moi, ce que je propose, en fait, c'est un programme c'est 30 jours parce qu'on a une semaine préparatoire puis on a quelques exercices à la fin en bonus. Donc, c'est 30 jours. Viens te donner la chance d'essayer un autre parcours, d'essayer autre chose. C'est pas un programme comme d'autres défis qu'on va juste mettre des X sur un calendrier qui est très bon aussi, mais ça reste que c'est un défi. Donc, à tous les jours, tu reçois un courriel. Il y a des sujets qui sont traités différents tous les jours. Les femmes échangent entre elles dans la communauté. Fait que c'est vraiment un peu un moment de recul. Je te mets sur la première marche, dans le fond, puis dans 30 jours, mais c'est à toi, une fois que tu vas avoir l'esprit clair, parce qu'on s'entend que pas consommer d'alcool, ça nous redonne beaucoup d'énergie, puis tout ça, ça l'enlève l'espèce de cycle d'anxiété, puis tout ça. Fait que dans 30 jours, mais ça va être à toi de décider quel rôle, en fait, tu veux que l'alcool joue dans ta vie. Et puis, oui, un des sujets que j'aborde, c'est la modération, parce que la plupart commencent le programme en voulant apprendre à modérer. Il y en a beaucoup qui vont le tester, qui le réussissent bien. Il y en a beaucoup qui vont l'essayer, parce que la modération... tu sais, c'est beaucoup de jonglerie mentale, c'est beaucoup de mathématiques même, parce que tu es tout le temps en train de dire, bon, ben quel jour je vais en prendre, avec qui, combien de verres. Fait qu'il faut quand même être solide pour embarquer dans une modération qui fonctionne. Puis, de toute façon, ça dépend tout le temps du passé de tout le monde, parce qu'il y en a pour qui la modération, ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne jusqu'au jour où ça fonctionne plus. Il y en a qui vont le faire, puis ce groupe-là est vraiment sans jugement. Fait qu'il y en a qui viennent nous partager que pour elles, ça fonctionne très bien. D'autres que, oups, moi, je l'ai essayé, ça marche plus. Donc, oui, il y a vraiment place à tout ça, vraiment. Ben, chapeau, Nathalie, bravo. Ensabretavie.com pour tous les détails. Quel beau programme, hein? Quel beau programme. Là, on retourne à notre nutritionniste du Centre Épique qui est toujours au rendez-vous, Lynn. Oui. Oui, bonjour. Parce que tout à l'heure, on parlait de la consommation modérée d'1 ou 2 verres. Là. Ma question que j'avais en tête, c'est par jour ou par semaine, là? Non, c'est vraiment dans ce qu'on dit nous, c'est 1 verre pour les femmes, oui. 0 à 1 pour les femmes et 0 à 2 pour les hommes par jour. En mangeant. Pas tous les jours. En mangeant, idéalement, effectivement. Puis la consommation, c'est sûr que si on parle de vin, c'est un 140 millilitres, là, un 5 onces de vin. Un 5 onces de vin que j'ai illustré ici, là. Fait que ça serait ça pour une femme maximum en mangeant, avec idéalement 2 jours d'abstinence. Là, je parle de santé du cœur. Ouais. Parce que ça serait plus sévère si on pense à cancer du sein, oncologie, réduire son risque de cancer. Comme le cancer est rendu la première cause de mortalité, a dépassé les maladies cardiovasculaires, c'est comme, oui, c'est bon, ça réduit de 5 le risque d'infarctus du myocarde, les AVC, mais il y a un dose effet aussi. Mais cancer du sein, il y en a quand même plus, hein, je pense, que de maladies cardiovasculaires. Oui, effectivement. Mais la question que je me pose, là, je veux pas être une casseuse de party, là, tu sais, on est comme, arrêtez de boire, c'est bon d'arrêter de boire, c'est bon. Oui. On arrive dans le temps des fêtes, là, Oui. le monde va boire. Oui, ça, c'est clair. T'sais, le monde va boire. Il y en a qui vont boire avec excès. Il y en a qui vont décider de ne pas boire du tout et de vivre un temps des fêtes assez sec.
c'est quoi la meilleure manière de ne pas se laisser emporter dans une orgie de buverie pendant, tu sais, de profiter du vin, de prendre un verre Mais ou d'être capable d'arrêter. D'être capable d'arrêter. Moi, ce que je fais, je prends mon verre et quand il est vide, mettez-moi pas un verre d'eau à côté, là. Je veux mon eau dans mon verre de vin. Parce que comme ça, tu sais, souvent, les hôtesses, ils te servent constamment. Puis tu perds le fil de ce que tu consommes. Je pense que c'est important d'être conscient de combien... Tu sais, au restaurant, hier soir, on pouvait prendre une bouteille de vin. J'ai dit non, moi, j'aime mieux prendre des vins au verre parce que je sais que je veux pas prendre plus que 2. Puis à la bouteille, on perd le fil. Oui. Donc, on met son eau dans son verre de vin. Je sais pas si la nutritionniste est d'accord avec moi. Puis comme ça, ben, on cale son eau. Puis comme ça, on a aussi moins de migraines et d'effets secondaires parce que l'alcool, c'est très diurétique. Ça affecte beaucoup le sommeil aussi. Puis ça affecte la peau aussi. Ben, ça affecte tout, là. Ça Ça affecte le affecte tout. cerveau, les yeux, la tête. C'est ça. le corps, là. Y a-tu d'autres qui ont des trucs? Moi, je donne mes trucs. Mais de pas en acheter en quantité comme si tu achetais Oui. des cannes de Noël, là, tu sais, peut-être d'acheter pour le souper, pour Oui. l'événement, pas dire je m'en vais faire une razzia pour le temps Voilà. des fêtes, là, fait que je vais en acheter 4 caisses, puis comme ça, je vais manquer de rien. Oui. Moi, j'ai découvert les petites bouteilles de champagne. J'aime beaucoup le champagne. Nicolas Feuillade, le rosé champagne 200 ml. Bon, je dépasse un peu 150, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai le goût d'un bon verre de champagne. Je vais le savourer pleinement. J'ai 200 ml, petite bouteille. On reçoit des questions pour nos spécialistes, Stéphanie. Oui, bien d'abord, je vais juste commencer avec un texto de Roger qui dit « J'ai jamais vraiment compris pourquoi les gens débutent leur première journée de l'année avec un mal de tête. » C'est vrai, tu sais, quand on y pense, le 1er janvier, tu sais, on parle Hey, tellement c'est de plate, résolution et tout ça, puis pouf, tu sais, tu commences avec Ben, en fait, ils veulent finir leur dernière année pas avec un mal de tête, mais ils se disent... Mais ça se répercute le lendemain. Oui, bien, c'est ça, c'est qu'on parlait du cancer du sein, l'alcool, ses effets. On s'éloigne un peu, mais quand même, ça reste dans le concept. Il y a un auditeur qui nous dit concernant le cancer du sein, mythe ou réalité, il ne faudrait pas s'éloigner du four à micro-ondes, les ondes qui sont dégagées, tout ça. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que ça a un impact? Je dirais plutôt mythe. OK. Par rapport au cancer en général, Ouais. il n'y a pas de données probantes fortes qui disent qu'il y a un lien entre les micro-ondes et le développement du cancer. Puis, dans ma spécialité pour le cancer du sein, c'est pas quelque chose qui est prouvé. Là. Surtout les micro-ondes d'aujourd'hui. C'est sûr que si la porte est brisée, comme hier, j'ai réalisé que la porte de micro-ondes à mon bureau est brisée. J'ai OK, là, si t'attends ton plat devant puis que l'onde est direct sur c'est toi, c'est peut-être pas bon. Puis tu fais ça tous les jours. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est plus ça. Mais il y a, tu sais, c'est multifactoriel, le cancer. Tu sais, on commence, mais ce qu'on sait, c'est qu'on pourrait prévenir 30 à 40 des cancers en modifiant ses habitudes de vie. Mais on sait que l'alcool est cancérigène, mais on sait que les viandes transformées, c'est cancérigène aussi. Tu sais, dans le niveau 1 là, du Centre international du cancer, tu as l'alcool, tu as le tabac, tu as l'amiante, mais tu as aussi les charcuteries avec des nitrites, là. Tu sais, c'est un ensemble de facteurs de risque, le cancer. Imagine les apéros avec la charcuterie, le verre de Oui. vin. Ah oui, le deuxième, là. Oui, ça, c'est bon aussi. Je pense que Dr Desnoyers ne va pas à ce genre d'apéro-là. On va aller à la pause, on revient, on continue avec les commentaires. Puis on a Doc Boucher en ligne aussi.